Moi, Raphaël, 34 ans, je travaille comme mécanicien spécialisé dans un garage indépendant très fréquenté de la banlieue de Lyon, et je vis dans la maison que ma mère, Sophie, m'a laissée à son décès. Il y a 7 ans. C'est un pavillon de plein pied de 3 chambres, solide et bien entretenu, qui vaut aujourd'hui environ 450 000 € grâce à la folie actuelle du marché immobilier dans la région. Ce n'est pas un château, loin de là, mais c'est à moi, entièrement payé, sur un beau terrain de 1000 mètres carrés dans un quartier calme avec de bonnes écoles et un faible taux de criminalité. Ma mère s'est tuée à la tâche pendant 28 années épuisantes. Comme infirmière de bloc opératoire à l'hôpital de la Croix-Rousse pour rembourser intégralement ce prêt. Elle me disait toujours que ce serait mon héritage, sa façon de s'assurer que je ne serais jamais à la rue ou que je ne jetterais pas mon argent par les fenêtres dans un loyer, comme tant de gens de ma génération. Cette femme était plus solide qu'un roc et avait une valeur inestimable à mes yeux. Elle avait grandi dans la pauvreté la plus totale dans une ferme isolée du Massif central, s'était engagée dans l'armée à 18 ans pour financer ses études d'infirmière, et avait accumulé les gardes de nuit pendant des années pour s'offrir cette maison. Elle m'a élevé complètement seul. Après que mon père biologique, Victor, nous a abandonnés quand j'avais seulement 8 ans, prétendant qu'il avait besoin de se retrouver, ou une autre absurdité du genre. Cette maison, ce ne sont pas juste des murs et un toit pour moi, elle représente tout ce qu'elle a sacrifié pour me donner une base stable dans la vie, chaque heure supplémentaire effectuée alors qu'elle était à bout de force, chaque week-end de repos sacrifié, chaque repas simple qu'elle cuisinait pour que je puisse avoir une alimentation correcte et des fournitures scolaires de qualité. Quand je franchis cette porte après une longue journée à diagnostiquer des pannes électroniques complexes ou à refaire des boîtes de vitesse, je sens encore sa présence dans chaque pièce, de la cuisine où elle m'a appris à faire ma propre vidange à 12 ans. Au salon où nous regardions les grands prix de Formule 1 tous les dimanches, jusqu'au petit atelier dans le garage où elle m'a aidé avec patience à reconstruire mon tout premier moteur de moto à 16 ans. Victor a réapparu quand j'avais 15 ans, suppliant pratiquement ma mère de le reprendre après l'échec total de son second mariage. Mais elle lui a dit exactement où il pouvait se carrer ses excuses dans des termes qui auraient fait rougir un légionnaire. Ce qui fut probablement la plus belle démonstration de caractère dont j'ai jamais été témoin. Mais à peine 2 ans plus tard, il s'est marié avec une femme détestable nommée Diane, qui avait une fille de 12 ans pourri gâtée, Chloé, issue d'un précédent mariage qui s'était lui aussi terminé en désastre. Dès le premier jour où je les ai rencontrés lors d'un dîner de famille malaisant, Chloé a été traitée comme si elle était faite d'or pur et ne pouvait absolument rien faire de mal. Bénéficiant d'une école privée dont les frais de scolarité coûtaient plus cher que le salaire mensuel de la plupart des gens, de vêtements de créateurs et d'un iPhone 9 chaque année, sans oublier des vacances en Espagne ou aux Maldives, qui coûtaient probablement 6 mois de salaire de ma mère. Pendant ce temps, je travaillais tout l'été dans un magasin de pièces auto pour payer mes fournitures et mettre de l'argent de côté pour mon BTS en alternance. Ce qui ne me dérangeait pas le moins du monde car maman m'avait appris la vraie valeur des choses obtenues par le travail honnête et la responsabilité personnelle. Chloé, qui a maintenant 29 ans, n'a jamais appris cette leçon, c'est le genre d'influenceuse sur les réseaux sociaux qui croit sincèrement que le monde lui doit tout simplement parce qu'elle est plutôt jolie et sait prendre le selfie parfait sous le bon éclairage. Elle a eu plus de petits amis que j'ai eu de bleus de travail, ciblant généralement des hommes avec beaucoup d'argent jusqu'à ce qu'il se lasse inévitablement de son attitude de princesse et de son comportement égoïste. J'ai gardé un contact minimal avec le côté de Victor après le décès de ma mère d'un cancer, les voyant peut-être au repas de Noël ou à un anniversaire occasionnel par obligation, mais c'était tout. J'avais ma propre vie, mon travail de mécanicien qui me rapporte environ 48 000 € par an avec les heures supplémentaires, un groupe d'amis solides qui me respectent, et je passe mes week-ends à restaurer ma vieille Peugeot 205 GTI ou à pêcher
tranquillement au lac d'Annecy. Cette existence paisible a basculé il y a 6 mois quand le dernier, pigeon, de Chloé, un entrepreneur dans la tech nommé Théo qui possédait une agence de développement d'applications, a fini par voir clair dans son jeu et l'a mise à la porte. Apparemment, elle était déjà enceinte de 4 mois à ce moment-là, ce qui explique pourquoi elle est immédiatement retournée vivre chez Diane et Victor au lieu de chercher sa prochaine cible financière. Les signaux d'alarme étaient là dès le début, mais j'étais trop concentré sur mes responsabilités pour y prêter attention. J'aurais dû savoir que les gens comme Chloé n'acceptent pas les échecs en silence. Le premier vrai signe de problème est survenu quand Victor m'a appelé un mardi soir alors que je travaillais tard sur une transmission compliquée. Il n'appelle jamais sauf pour un drame, alors j'ai tout de suite pensé que c'était grave. Raphaël, nous devons vraiment nous asseoir et avoir une conversation sérieuse sur une affaire de famille très importante qui nous concerne tous, a-t-il dit d'un ton excessivement formel qui m'a donné des frissons de méfiance. Je me suis rendu dans leur villa ostentatoire à Écully le samedi suivant. Diane a ouvert la porte avec assez de maquillage pour peindre un immeuble, et Chloé était allongée de manière dramatique sur leur canapé en cuir, se frottant le ventre comme s'il s'agissait d'une boule de cristal magique. Victor n'a pas perdu de temps. Chloé va avoir besoin d'un endroit stable pour élever son enfant, et notre maison n'est pas adaptée avec les escaliers et le bruit. J'ai failli éclater de rire car leur maison fait plus de 300 mètres carrés avec 5 chambres. Énorme, mais apparemment, ce n'était pas assez bien pour la princesse Diana. Enchaîné d'une voix mielleuse insupportable, Raphaël, chérie, tu es tout seul dans cette grande maison comme un ermite, sans petit mini-enfant, c'est un tel gâchis d'espace alors que Chloé a besoin d'un environnement sain. Chloé a alors pris la parole sans même me regarder. Théo devait nous acheter un loft à Lyon, mais c'est un lâche qui a fui ses responsabilités. J'ai besoin de ta maison, elle est parfaite avec son jardin et les écoles à côté. Le niveau d'arrogance était incroyable. Elle parlait de la maison pour laquelle ma mère s'était littéralement tuée au travail comme s'il s'agissait d'une location saisonnière. J'ai répondu fermement que c'était absolument hors de question, que c'était ma maison héritée de ma mère et que la discussion était close. Victor a tenté de jouer la corde sensible en disant que maman aurait voulu que j'aide ma famille, mais j'ai rétorqué que Chloé n'était pas ma famille et que ses choix de vie ne me concernaient pas. Chloé est devenue rouge de colère, criant que j'étais un égoïste et que je ne comprenais pas ce que c'était que d'être vulnérable et enceinte, mais je suis parti en claquant la porte, pensant que l'histoire s'arrêterait là. J'aurais dû me préparer à la guerre car ils ont lancé une véritable campagne de harcèlement contre moi, Victor m'appelant chaque jour pour me proposer des deals ridicules comme louer la maison à un prix dérisoire. Tandis que Diane se présentait régulièrement à mon garage devant mes clients pour raconter ses histoires larmoyantes sur la pauvre Chloé sans abri. Mon patron a fini par devoir l'expulser car elle perturbait le travail. Chloé, de son côté, utilisait les réseaux sociaux pour me faire passer pour un monstre, publiant des messages sur ce membre de la famille sans cœur qui laisse une femme enceinte à la rue, sans me nommer directement pour éviter les poursuites. Mais en me ciblant assez clairement pour que ses abonnés m'envoient des messages d'insultes. Puis ils ont franchi la ligne rouge en venant chez moi. Sans prévenir, Victor déposant des meubles de bébé sur mon perron et Diane amenant un agent immobilier pour me proposer des petits appartements, plus adaptés à un célibataire. L'épisode le plus scandaleux a eu lieu un après-midi où je suis rentré du travail et j'ai trouvé Chloé en train d'installer une chambre de bébé dans ma chambre d'amis, utilisant un double des clés qu'elle avait réussi à obtenir je ne sais comment. Je l'ai expulsée sur le champ, menaçant d'appeler la gendarmerie, mais elle est partie en me prévenant que je le regretterais. 2 semaines plus tard, le coup de grâce est tombé. Après une garde de 12 heures sur une vieille Porsche, j'ai découvert que ma clé ne tournait plus dans ma propre serrure. Ces gens avaient forcé ma porte et changé les verrous. Il y avait un mot de Victor scotché sur la porte, les serrures
ont été changés pour la sécurité de tous, appelle-nous pour discuter des modalités d'accès. J'étais sur mon propre perron, couvert de graisse et de poussière métallique, tremblant de rage pure. J'ai appelé Victor qui m'a dit. Calmement, calme-toi Raphaël, Chloé a emménagé aujourd'hui, c'est mieux. Ainsi, tu peux venir dormir chez nous temporairement. Je n'arrivais même plus à parler tant l'audace était inouïe. J'ai immédiatement raccroché et appelé le 17 pour signaler une violation de domicile. La police est arrivée 40 minutes plus tard, en même temps qu'un serrurier d'urgence. Chloé a ouvert la porte dans un peignoir en soie hors de prix, jouant la propriétaire légitime. Face à cet homme dangereux qui essaie d'entrer chez moi. J'ai calmement montré ma carte d'identité, l'acte de propriété notarié à mon nom et mes factures d'électricité. Les policiers n'ont pas mis longtemps à comprendre. Chloé a essayé de prétendre qu'elle avait un bail oral, mais sans preuve de paiement, l'officier lui a ordonné de rassembler ses affaires et de partir. Immédiatement. Victor et Diane sont arrivés avec un camion de déménagement. Essayant de convaincre les flics que c'était une mésentente familiale, mais ils ont été menacés d'arrestation pour complicité de violation de domicile. Une fois qu'ils sont partis, j'ai fait installer des verrous haute sécurité et un système de vidéosurveillance complet avec capteur de mouvement et alerte sur smartphone. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocat qui m'a lâché une bombe. Victor l'avait contacté 3 semaines auparavant pour demander s'il pouvait contester le testament de ma mère en prétendant que la maison était un bien commun, même s'ils étaient divorcés depuis des lustres. Ce n'était pas seulement pour loger Chloé, ils essayaient de voler mon patrimoine par la fraude. Mon avocat a envoyé une mise en demeure formelle pour harcèlement et tentative de spoliation. J'ai aussi appris que Chloé racontait partout qu'elle était ma locataire légale pour obtenir des dons sur une cagnotte en ligne, me faisant passer pour un marchand de sommeil. C'est là que j'ai décidé de passer à l'offensive. J'ai passé un mois à enquêter sur son passé avec l'aide d'un ami informaticien et j'ai découvert que Chloé était active sur tous les sites de rencontres de la région, cherchant un homme capable de subvenir à ses besoins, tout en prétendant être à la rue alors qu'elle vivait dans le luxe chez ses parents. Plus choquant encore, j'ai retrouvé Théo, le prétendu père, qui m'a révélé qu'elle lui avait volé plus de 4 000 € en utilisant frauduleusement sa carte bancaire et qu'elle était, en réalité, toujours légalement mariée à un homme vivant à Nice. Un certain Marc qu'elle avait épousé sur un coup de tête. 3 ans plus tôt sans jamais divorcer. J'ai attendu là, baby shower. Organisé par Diane pour frapper. Je me suis invité à la fête devant 40. Invité et j'ai déballé toutes les preuves, le certificat de mariage toujours valide, les captures d'écran de ses comptes Tinder alors qu'elle se disait abandonnée et seule, et les relevés de fraude bancaire. Le silence de mort qui a suivi a été la plus belle des musiques. Les invités, qui avaient apporté des cadeaux coûteux, ont commencé à murmurer leur indignation. J'ai alors appelé en direct le service des fraudes de la CAF pour signaler qu'elle touchait des aides au logement en prétendant être sans domicile fixe alors qu'elle résidait dans une villa à 1 million d'euros, ainsi que le fisc pour la cagnotte en ligne non déclarée. Chloé a fondu en larmes, cette fois des vraies, mais je n'avais plus aucune pitié. Je lui ai rappelé qu'elle avait essayé de détruire ma vie en premier. En partant, j'ai remis à Victor une assignation en justice pour harcèlement, violation de domicile et préjudice moral, réclamant 75 000 € de dommages et intérêts. La suite a été une descente aux enfers pour eux, son mari légal est remonté de Nice pour demander le divorce pour faute, Théo a déposé plainte pour vol, et le fisc lui réclame aujourd'hui des sommes astronomiques. Victor et Diane ont dû payer 35 000 € d'accords transactionnels pour éviter un procès public qui aurait ruiné leur réputation sociale à Écully. Aux dernières nouvelles, Chloé vit dans un foyer pour femmes en difficulté dans le sud de la France, face à plusieurs procès pour fraude, tandis que moi, je profite enfin de la paix dans ma maison, sachant que la mémoire est le sacrifice
de ma mère ont été respectées et protégées.